Si les photographes ne devaient en garder qu'un seul, ça serait lui. Le 70-200 mm 2.8, l'objectif le plus fiable et le plus rapide qu'il soit. Parfait pour l'action, le studio ou encore la publicité, il reste un incontournable que tout photographe se doit d'avoir dans sa Peli-case. Aujourd'hui, je vais vous expliquer en quoi cet objectif est exceptionnel et pourquoi j'ai mis autant de temps à faire un test de lui sur cette chaîne. Le 70-200 mm 2.8. Gros morceau. Tout photographe digne de ce nom a vécu quelque chose de particulier avec cette optique. Non, parce que sur le papier, le 70-200, elle a tout de l'optique parfaite. Une plage focale polyvalente allant de 70 à 200 mm, une ouverture à 2.8, donc assez lumineuse quand même, et en plus constante. Donc ça veut dire qu'on n'aura aucun changement de réglage à faire, et ce, quel que soit notre niveau de focale. Sans parler de l'autofocus qui se doit d'être le meilleur. Souvent, le 70-200 fait office de démonstration technique de la part des fabricants, et une attention toute particulière est apportée à leur autofocus. En gros, cette optique, c'est le pote sur qui on peut compter. Personnellement, quand je shootais encore en monture F, c'était mon objectif de prédilection. Il était tout le temps vissé à mon D850 et je le considérais comme mon binôme. Je lui vouais une confiance absolue, à tel point que c'est lui qui m'a accompagné pendant les actes 4 et 5 des Gilets jaunes sur Marseille, parce que quand vous êtes au milieu d'une charge de CRS et que les tessons de bouteilles, elles s'explosent à quelques mètres de vous, dans ce cas-là, vous avez juste envie d'emporter du matos fiable et résistant sur lequel vous pouvez compter. Mais pas que. Il a été aussi mon compagnon sur plusieurs saisons de mariage, sur pas mal de sessions portraits ou encore en reportage. Bref. Vous l'aurez compris, le 70-200 mm c'est la focale de prédilection des photographes et c'est pour ça que quand je suis passé à la monture Z avec le Z9, j'ai vite fait d'upgrader mon vieux AFS 70-200 2.8 GED VR2 pour le Nikkor Z 70-200 mm 2.8 VRS. Et pourtant, malgré tous les a priori positifs que je pouvais avoir sur lui, je l'ai très peu utilisé sur les 3 dernières années. Rapidement, il y a eu des choses qui m'ont chagriné et c'est notamment pour ça que j'ai mis autant de temps à tester cette optique sur cette chaîne. Mais avant de passer au drama, on va commencer par passer en revue cet objectif. Le 70-200 mm pèse 1440 grammes avec le collier de trépied et 1360 grammes sans. On est donc sur un objectif qui a un certain poids, certes, mais celui-ci est très bien réparti et ça ne sera pas un problème de le manipuler. Et en vrai, son kilo et demi, il se fait assez vite oublier. En ce qui concerne l'encombrement, le 70-200 mesure 220 mm pour un diamètre de 89 mm. On est donc grosso modo sur la même chose que ses prédécesseurs et il faudra le poser à l'horizontale dans votre Peli-case pour pouvoir le faire rentrer. Petit détail qui a son importance, la taille du fût ne change pas en fonction de la focale. C'est-à-dire que si jamais je passe de 200 à 70 ou de 70 à 200, la taille de mon objet ne change pas. Ici, les lentilles, elles se déplacent à l'intérieur de l'objectif sans en modifier la longueur, ce qui est un gage de solidité et d'une meilleure tropicalisation. Moins il y a de pièces mécaniques, moins ça risque de casser, et moins il y a de trucs qui bougent, plus grande est l'étanchéité. Le 70-200 mm dispose d'une bague de focale assez ample qui tombe parfaitement sous la main. Son retour est sec, net, ce qui va de pair avec sa course de 90 degrés. Là, on sent clairement que cette bague, elle a été pensée pour pouvoir changer très rapidement de valeur de focale. C'est un peu un truc d'action, ça. On a ensuite une bague de mise au point plus étroite avec un ressenti plus doux et un effet d'accélération progressif. Parce que la mise au point, c'est avant tout une question de sensibilité. Et cette bague, elle est numérique, ce qui veut dire que vous allez pouvoir personnaliser sa plage de rotation de 90 à 720 degrés, de lui assigner une sensibilité linéaire ou non, et enfin d'inverser ou pas sa course. La dernière bague à notre disposition se trouve tout proche de la monture et il s'agit d'une bague programmable sur laquelle vous allez pouvoir assigner l'ouverture, les ISO ou bien la correction d'exposition. Bon, en ce qui me concerne, moi ces bagues je ne les utilise pas. Cette bague elle est présente sur pratiquement toutes les optiques de la gamme S de Nikon, mais moi je les trouve assez mal placées et je les active tout le temps par inadvertance. Du coup, je les désactive pour éviter toute manipulation involontaire, mais rendons à la salade composée ce qui lui appartient. La bague personnalisable du 70-200, elle est bien mieux placée que celle de ses confrères. Parce que normalement, quand vous allez manipuler cette optique, vous aurez la main soit ici, soit là,
Et normalement, vous n'allez pas risquer de toucher là cette bague qui est quand même vachement en retrait. Donc si ce délire de bague custom vous tente, vous pourrez vous adonner à cette pratique avec le 70-200. Et puisqu'on est dans le personnalisable, parlons des boutons. Ici, Nikon nous en propose deux. LFN, avec son petit nom politique douteux, il est actionnable sur la gauche du fût avec votre pouce. LFN2, quant à lui, est positionné à 4 endroits différents pour être accessible à la fois en shoot vertical comme en horizontal, via votre pouce ou votre index. Sur ces boutons, vous pourrez assigner un peu tout ce que vous voulez, puisque Nikon nous laisse grandement la main dessus. Personnellement, je trouve très utile de pouvoir y activer ou désactiver rapidement le mode silencieux. En mariage, ça va vous permettre d'être le plus discret possible pour capturer des moments de vie et en même temps de pouvoir passer assez rapidement à de la prise de vue assumée et ainsi faire comprendre aux personnes devant vous quand est-ce que vous avez déclenché. Et c'est assez pratique parce que ça m'évite d'être confronté à la situation gênante où vous avez pris une photo et les gens devant vous, ils continuent à poser parce qu'ils ne savent pas que vous avez pris une photo et du coup ils sont figés, le sourire se crispe de plus en plus. Et en fait, je trouve ça super gênant comme situation. Alors, je me permets d'insister sur le positionnement des bagues et des boutons, mais aussi sur l'ergonomie globale de cet objectif. Les ingénieurs de Nikon, ils ont vraiment bien pensé cette optique, et c'est hallucinant de voir comment les boutons, ils tombent toujours pile sous le pouce ou sur l'index. Et c'est pareil pour l'espacement entre les bagues, qui est juste le parfait compromis entre suffisamment d'espace pour bien dissocier les deux fonctions, et en même temps suffisamment proche pour ne pas avoir à trop bouger la main. Franchement, on a ici du très bon boulot. Cette optique, elle propose aussi un écran LCD qui vous permettra d'afficher au choix l'ouverture, la distance de mise au point, la focale exacte, la sensibilité et la profondeur de champ. Alors moi cet écran, je le trouvais un petit peu inutile au début, mais au final, je me retrouve à l'utiliser en studio et notamment en packshot. Comme mon boîtier est placé sur un pied-colonne, ça me permet d'avoir la valeur exacte au millimètre près de ma focale et de contrôler précisément la distance de mise au point. Mais bon, sur le terrain, je dois avouer que c'est un petit peu inutile. Donc voilà, si vous êtes photographe de studio, pourquoi pas, mais si vous êtes photographe de terrain, cet écran LCD, ce sera un petit peu gadget. En ce qui concerne le colis de pied qui est ici, on a du bon et du moins bon là-dessus. Alors le point positif, c'est que vous allez pouvoir le détacher pour pouvoir le ranger plus facilement l'optique dans votre sac. Par contre, je sais pas pourquoi Nikon ne propose toujours pas de collier compatible Arca Suisse en 2025. Franchement, c'est pas ouf, mais heureusement que Aoge propose la bague de fixation LFZ72 qui corrige ce problème. Grâce à elle, vous pourrez monter votre rig directement sur votre tête fluide, votre trépied ou votre pied colonne. Ouais, moi je dois vous avouer que ce pied d'origine, j'ai dû pas mal chercher en fait pour vous la montrer pour cette vidéo parce que je l'utilise jamais, donc je l'avais paumé dans une des boîtes que j'ai ici qui me sert à ranger le matos qui ne me sert pas. Et je n'utilise qu'exclusivement celui de Aoe. Il est tout le temps fixé sur mon boîtier. Alors ça a l'air d'un détail comme ça, mais en vrai c'est super pratique en studio. Parce que bon, on va pas se leurrer, depuis 2020, on doit livrer à la fois des photos et des vidéos en format vertical et horizontal. Et avec ce système, c'est super simple et rapide de switcher de l'un à l'autre. Mon boîtier, il est fixé à mon pied-colonne, non pas via le boîtier, mais via l'objectif. Et du coup, tout ce que j'ai à faire, c'est à desserrer cette vis et de rotationner mon rig. C'est du gain de temps, du gain d'énergie, une maximisation des profits et surtout du PIB plus élevé pour la France. En ce qui concerne le pas de vis, on est sur du bon vieux 77 mm. Exactement comme sur ses prédécesseurs, donc rien de nouveau de ce côté-là. Vous pourrez donc conserver vos vieux filtres et faire des économies. Et dernier point, le 70-200 mm est compatible avec les doubleurs de focale de Nikon, mais je ne vais pas m'attarder sur ce point puisque je vous prépare un dossier complet sur la question, avec comparatif du 70-200 monté sur un doubleur versus le 100-400 mm. Depuis le temps que vous me réclamez cette vidéo, il était temps que je m'y mette. En ce qui concerne la qualité de fabrication, Nikon ne se fout pas du tout de notre gueule. Le 70-200 mm est taillé pour l'action et ça se voit. On a ici droit à un mélange de métal et polycarbonate mat du plus bel effet. Un joint d'étanchéité au cul de l'optique empêche l'eau ou la poussière d'entrer dans la monture. Et comme je vous le disais, la taille du fût ne varie pas quand on change de focale, ce qui est un gage de solidité et d'une excellente tropicalisation. Et enfin, le traitement au fluor protège les lentilles de la poussière, des saletés et de l'humidité sans nuire à la qualité d'image. Ce qui veut dire que si un fluide venait à toucher la lentille frontale,
il s'enlève plus facilement grâce à ce revêtement. Et c'est très pratique si vous bossez dans l'industrie du... Ou alors, vous commencez à me connaître, j'ai tendance à maltraiter mon matériel sur mes productions, et ce 70-200 mm, il a évidemment connu la pluie, la grosse pluie, le sable et la poussière. Et en ce qui me concerne, je lui voue une confiance aveugle et je sais que si quelqu'un doit partir en couille dans un environnement capricieux, ce sera moi et pas lui. Bon, il est temps de parler de la plage focale de cette optique. Pourquoi le 70-200 mm est autant apprécié par les photographes? Eh bien, en grande partie pour la plage focale qu'il propose. Pour faire simple, avec lui, vous allez pouvoir faire n'importe quel type de photo. À 70 mm, vous êtes très proche de ce que voit l'œil humain. On n'est évidemment pas sur du grand angle, mais on peut quand même contextualiser une image. Et à 200 mm, on va venir écraser les perspectives pour isoler notre sujet. Et si vous ajoutez à ça une ouverture à 2.8, bah alors là, c'est gagné quoi. Votre œil, il sera automatiquement dirigé vers le point d'intérêt. Et c'est ça qui rend cette optique aussi versatile. Elle est parfaite pour les événements comme les mariages, puisque avec elle, vous pourrez prendre un groupe de personnes en photo, puis venir zoomer pour isoler l'un d'entre eux très rapidement, ou bien alors pour faire le focus sur un détail. En sport aussi. Si vous avez la chance d'être placé près de l'action, comme pour le basket ou le foot, et bien 200 mm, ce sera suffisant. Vous pourrez avoir facilement plusieurs valeurs de plan, mais si vous êtes loin de l'action, comme pour le sport automobile par exemple, bah là 200 mm, ça risque d'être un petit peu juste, sauf si vous utilisez un doubleur de focale. En paysage, la plage de 70-200 mm, elle est juste parfaite. Alors, je sais que la plupart des photographes, ils utilisent un grand angle dans ce genre de contexte, mais en ce qui me concerne, rien ne vaut la longue focale. Si vous voulez représenter la massivité d'une montagne, il vous faudra shooter à au moins 135 mm. Sans ça, elle sera ridiculement petite dans votre cadre, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus puisque j'ai déjà fait une vidéo complète sur l'incidence de la focale sur votre image, donc je vous invite à aller la voir si le sujet vous intéresse. En voyage, c'est aussi l'une de mes optiques préférées. Dès que je quitte Marseille, je la prends dans mon sac. Alors oui, elle est un petit peu grande et vous n'allez pas passer inaperçu dans la rue, mais avec elle, vous pourrez capturer des détails que votre smartphone ne pourra pas avoir. En ce qui concerne le portrait, bah là aussi, vous allez beaucoup voir cette optique dans les studios. De 70 à 135 mm, c'est le sweet point qui mettra en valeur votre sujet sans pour autant déformer le produit qu'il ou elle porte. Donc dans une session de shoot, le 70-200 vous permettra de faire à la fois de la photo en pied, mais aussi du portrait plus serré. Idem pour le corporate. Je fais pas mal de photos en entreprise pour illustrer leurs réseaux sociaux ou bien leur outil de communication. Et pour ça, le 70-200 mm, c'est un banger. Là encore, vous serez capable de faire le point sur un micro-détail pour ensuite prendre du recul et recontextualiser la scène. Et enfin, là où cette optique s'exprime le mieux, c'est le packshot. 200 mm, c'est la focale parfaite pour mettre en valeur un produit. Avec elle, vous aurez le moins de déformation possible et c'est important de représenter avec exactitude le produit sans mentir sur ses proportions. Et vous savez ce qui est important en packshot aussi? La netteté de votre photo. Et ça tombe bien puisqu'on va maintenant parler qualité optique et piqué. Le 70-200 mm est composé de 21 lentilles réparties en 18 groupes, dont 6 lentilles en verre ED et une lentille SR qui atténue les aberrations chromatiques. A noter que le verre SR permet aussi de corriger la lumière bleue, difficile à contrôler. On a aussi 2 lentilles asphériques et une lentille en fluorite, et certaines ont un traitement nanocristal et Arneo qui limite les images fantômes et les lumières parasites. Et enfin, la lentille frontale est traitée au fluor, mais ça on l'a déjà vu plus haut avec la tropicalisation. Bon, tout ce jargon technique, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? À 70 mm, le piqué est excellent dès la pleine ouverture, que ce soit au centre ou bien sur les côtés. Il n'y a aucune différence entre 2.8 et f8. Et c'est pareil pour 100 mm, où même à pleine ouverture, on a un excellent piqué au centre comme sur les côtés. Je constate une légère perte de piqué à 135 mm, mais rien de grave, on reste très bon et surtout uniforme sur l'entièreté de l'image. Il faut atteindre les 200 mm à 2.8 pour constater une perte de piqué sur les bords de l'image et une très légère au centre. Et cette perte de piqué reste présente quelle que soit l'ouverture de 2.8 à f11. Et parce qu'une mire ça reste toujours un petit peu abstrait, je vous montre des exemples de piqué sur photo prise pendant des sessions portrait.
Bon, je pense qu'on va tous être d'accord pour dire que le piqué, il est très bon. Et en ce qui concerne les aberrations chromatiques, il y en a. Pas beaucoup, mais alors vraiment pas beaucoup, mais il y en a un peu. Au centre, vous n'en verrez jamais, et ce, quelle que soit l'ouverture ou la focale. Niet. Et à ce niveau-là, c'est quand même un bel exploit. Mais au bord, vous en verrez un tout petit peu. Et je dois avouer chercher la petite bête ici. À 70 ou 100 mm, vous aurez à grande ouverture de légères aberrations orange, mais pas de verte. Et elles restent présentes, quelle que soit l'ouverture. Mais je vous rassure, rien de dramatique, elles restent vraiment discrètes, et il faut utiliser une mire pour les voir. Sur les photos que j'ai pu faire avec un fort contraste, je n'en ai jamais eu. En ce qui concerne la distorsion, il n'y en a tout simplement pas. Et ce, quelle que soit la focale. Et enfin, en termes de vignettage, bah oui, il y en a. Je vais en parler assez rapidement parce que ça se corrige très facilement en post-prod, mais à pleine ouverture, vous en aurez, et ce, quelle que soit la focale, et plus celle-ci est longue, plus il sera prononcé. Et enfin, on va parler des flares. À 70 mm, ils sont très discrets et uniquement présents si une source lumineuse vient frapper directement la lentille. Mais j'insiste sur le fait qu'ils soient très discrets. Et évidemment, plus on va allonger la focale, plus ils seront présents. Mais gardez en tête que pour ces tests, je suis allé au plus extrême avec une lampe torche directement braquée sur ma focale. Si vous prenez ces images réalisées pour l'atelier Ferragu, vous verrez que j'ai une backlight assez présente, des fois même carrément dans le champ, et que je n'ai pas autant de flair que sur les tests en studio. En ce qui concerne le bokeh, on a ici des billes un tout petit peu granuleuses et avec un léger effet d'onion ring. Mais uniquement sur les bords, parce qu'au centre, ça reste bien uniforme. Les billes ne sont pas parfaitement rondes, ce qui s'explique par un diaphragme composé de seulement 9 lamelles. On a aussi un effet d'œil de chat, c'est-à-dire que les billes auront tendance à s'aplatir dans les angles, donnant un effet tourbillonnant à votre fond, ce qui n'est pas pour me déplaire. Ce bokeh reste quand même esthétique à pleine ouverture, comme vous pouvez le voir sur ces exemples pris pendant un mariage. Et forcément, qui dit bokeh dit flou d'arrière-plan. Comme d'habitude avec Nikon, on a ici un flou d'arrière-plan de très bonne qualité. Les couleurs se mélangent les unes aux autres et on a toujours cet effet qui rappelle les peintures impressionnistes. C'est un beau bordel et, alors ça reste un avis très personnel, mais je trouve que le flou d'arrière-plan des optiques Nikon, au total opposé de ce que peut faire la concurrence avec un flou chirurgical et précis, bah en vrai, c'est ça qui donne cette touche unique à nos clichés. Bon, assez parlé qualité optique, on va maintenant aborder le nerf de la guerre et ce qui est le plus important avec cet objectif, et aussi le point qui m'a fait me poser le plus de questions, je veux parler de l'autofocus. Et oui, on va maintenant aborder le drama qu'il y a eu entre cet objectif et moi. Comme je vous le disais dans l'intro de cette vidéo, le 70-200 mm 2.8 fait office d'étalon chez les marques en termes d'autofocus. Il se doit d'être le plus performant possible parce qu'il représente à lui tout seul l'image de la marque dans ce domaine. Et sur le papier, ça a l'air plutôt pas mal. On a droit à 2 moteurs pas à pas synchronisés afin de garantir une grande précision et une vitesse de calage très rapide. Et doubler la motorisation, ça permet de déplacer plus rapidement des lentilles plus lourdes. 2, c'est mieux que 1. Il est même possible d'optimiser l'autofocus en choisissant une mise au point entre 5 mètres et l'infini, ou bien en full. Et je vous invite vraiment à le faire parce que si vous voulez faire la mise au point sur un sujet entre 1 et 4 mètres, mais que vous avez l'objectif calé sur 5 mètres infini, ben je peux vous assurer que cet objectif, il va patiner. Donc je dois vous avouer que sur le terrain, j'en suis vraiment conquis. Que ce soit en reportage, en portrait ou en mariage, l'autofocus ne me fait jamais défaut. Même sur cette série réalisée il y a 3 semaines, alors que le studio était plongé dans la pénombre pour faire du light painting, et bien même là, j'arrivais à avoir la détection des yeux et je n'ai eu que très peu de déchets, environ 5 photos pour 400 prises. Mais, parce que oui, il y a un mais. Il y a 2 ans, j'ai dû réaliser une série de portraits d'entreprise. Rien de bien folichon, on parle de portraits sur fond blanc, tout ce qu'il y a de plus simple. Et là, c'est le drame. Sur le boîtier, j'ai la détection des yeux. Normal, on est en studio avec beaucoup de lumière, donc dans des conditions idéales pour l'autofocus. Mais malgré ça, j'ai droit à un front de focus sur absolument toutes mes photos. Et je n'ai pas eu une seule photo de réussie avec le 70-200 mm. Alors sur le coup, j'ai pas cherché à comprendre parce que j'étais en pleine prod, donc j'avais pas vraiment le temps. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé tomber le 70-200 pour prendre mon bon vieux 105 mm 1.4 en gamme F. Et le suite de la presta s'est très bien passé.
Mais j'ai quand même trouvé ça étrange que le 70-200 mm 2.8, qui est la Rolls en matière d'autofocus, j'ai trouvé ça bizarre que cet objectif soit mis en défaut sur une simple série de portraits sur fond blanc. Surtout qu'avec les mirrorless, on n'est plus censé avoir de front focus. C'est pas censé pouvoir exister. Donc je vous avoue que cette expérience, elle a eu un peu l'effet d'une douche froide et elle a mis à mal la confiance que j'accordais dans cette optique. À tel point que je ne l'ai pratiquement plus utilisé pendant les 2 années qui ont suivi. Enfin, en tout cas, jamais utilisé en studio, mais uniquement en reportage. Et le plus étonnant, c'est qu'elle s'en sortait très bien sur le terrain. Je n'ai eu aucun déchet, j'avais un autofocus performant et l'œil focus était super réactif. Bref, après 2 ans à l'avoir utilisé sur le terrain, je me suis dit que j'allais pas mourir bête et que j'allais quand même lui laisser une seconde chance. Et il y a un petit peu moins d'1 an, je reviens chez le même client pour faire exactement le même type de photo sur fond blanc. Et là, j'ai le même problème. J'ai le même problème de front focus sur absolument tous les clichés pris au 70-200. Bon, là je me dis que cette optique a un sérieux souci et je switch pour le 105 mm 2.8 en gamme Z cette fois-ci. Et là encore, j'ai droit à du front focus. Bon, du coup, je commençais un petit peu à stresser et je me suis dit, vas-y, laisse tomber le 105 mm Z, prends ton bon vieux 105 mm 1.4 gamme F, et avec lui, ça a super bien marché. Et là, j'ai compris. Là, j'ai compris que c'était pas le 70-200 mm qui avait un souci, mais les mirrorless de chez Nikon. Sur les 3 dernières années, j'ai fait beaucoup de shooting studio avec de la lumière continue. C'est dû au fait que sur la plupart de mes prods, je dois faire à la fois de la photo, mais aussi de la vidéo. Et c'est donc pour ça que je bosse avec des projecteurs. Pour pouvoir faire à la fois de la photo et de la vidéo en même temps, ou alors pour éviter de devoir changer de set entre le matin et l'après-midi. Mais pour ce client, je n'avais que de la photo de prévu, et donc j'ai sorti mes bons vieux flash. Et j'en avais un de dirigé sur le fond pour le cramer et avoir un blanc parfait. Et je pense que c'est ça qui a mis en défaut mon boîtier. Pas le 70-200, mais plutôt le fait d'avoir cette lumière ponctuelle dirigée dans cette direction à cette puissance bien précise. Oui, c'est super précis. Parce qu'après, j'ai quand même fait d'autres shootings avec des flashs dirigés vers la modèle, comme celui-là par exemple, et à ce moment-là, je n'ai eu aucun souci. Et c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à sortir le test de cette optique. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi l'autofocus partait en carafe sur certaines de mes prods en studio. Et je n'avais pas envie de le descendre dans une vidéo sans savoir réellement pourquoi. Et maintenant que j'ai réussi à en isoler la cause et surtout à innocenter le 70-200, je me retrouve à l'utiliser plus souvent et surtout en faire le test ici et maintenant. Alors cette histoire de pseudo front focus avec un flash dirigé dans cette direction, c'est super chelou. J'ai refait quelques tests en studio pour essayer vraiment d'isoler le problème et d'avoir les réglages très précis dans lesquels ça arrive. J'ai pas encore réussi, je suis encore en train de les faire, mais en vrai, si ça vous est déjà arrivé, je serais curieux d'avoir votre retour là-dessus, et je serais surtout super intéressé qu'on bosse ensemble sur ce problème, un peu comme ce qu'on a fait sur le banding avec le Z8 et le Z9, pour qu'on puisse trouver une solution tous ensemble. Donc si jamais vous avez déjà eu des ratés comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour qu'on puisse en discuter ensemble. Donc en gros, si je devais résumer, l'autofocus, c'est un tueur sur le terrain, mais attention, dans certains cas très précis d'utilisation avec des flashs, vous pourrez avoir des ratés. Mais ce n'est pas inhérent à cet objectif, c'est inhérent au boîtier. En plus d'un autofocus qui déchire, le 70-200 propose une très bonne stabilisation. Sur le papier, vous gagnez jusqu'à 5 stops. C'est-à-dire qu'à 70 mm, au lieu de shooter à 1/160e de seconde, vous allez pouvoir descendre à 1/5e de seconde. Et à 200 mm, on va gagner 4 stops. Donc au lieu d'avoir une limite à 1/400e de seconde, vous pourrez tomber à 1/25e de seconde. Vous ne me croyez pas? Regardez ces photos avec les exifs. Net comme pas possible et pourtant prise entre 1/5e et 1/25e de seconde. Enfin, c'est quand même assez impressionnant de se dire qu'on peut maintenant shooter à 1/25e de seconde à 200 mm et ne pas avoir de flou de bouger. Sur des sujets fixes, on est d'accord, parce que si votre sujet bouge, évidemment que vos photos seront floues, faut pas déconner non plus. Mais quand même, pouvoir tomber entre 1/5e et 1/125e de seconde, sur une optique comme ça, aussi lourde et à aussi longue focale, moi je trouve ça assez impressionnant. Et si cette histoire de limite de vitesse en fonction de la focale ne vous parle pas, je vous invite à regarder cette vidéo où je traite des différents réglages et de leurs incidences sur votre cliché. Tous les liens sont en description. Bon, on va maintenant parler d'un point qui fâche, la distance minimale de mise au point.
Je vais pas vous mentir, elle est pas ouf et vous aurez du mal à vous approcher de votre sujet. À 70 mm, elle est de 50 cm. À 85 mm, on passe à 63 cm, puis 68 cm pour 105 mm, 80 cm pour 135 mm, et enfin 1 mètre pour 200 mm. Alors, ces distances, elles sont largement suffisantes si vous shootez sur le terrain, dans la nature, pour du sport ou même pour du portrait. Je me verrais mal m'approcher à moins d'1 mètre d'un ou d'une modèle à 200 mm. Ça serait un petit peu chelou. Par contre, pour du packshot, c'est un petit peu plus relou. Je me suis retrouvé plusieurs fois à devoir reculer mon boîtier parce que je m'étais trop approché et que le focus ne pouvait plus se faire. Et c'est dommage parce que la compression offerte par les 200 mm, elle est juste parfaite pour mettre en valeur des produits. Mais bon, c'est notamment à cause de cette distance minimale de mise au point un peu trop importante que j'utilise en binôme le 105 mm macro pour les packshots. Avec ces deux-là, vous avez vraiment un combo de banger. Et les packshots justement, je les fais beaucoup en vidéo et il est temps de voir comment le 70-200 s'en sort dans ce domaine. Premier point, l'autofocus est ultra silencieux. Vous pourrez donc utiliser cette optique sur une prod avec un micro fixé à votre boîtier. Mais je note tout de même que l'autofocus justement, il est un petit peu plus capricieux en vidéo qu'en photo, surtout sur des scènes complexes avec pas mal de valeurs de plan. Il est un peu lent et il aura tendance à patiner sur des zones à faible contraste. Mais sur des scènes plus simples où les sujets se détachent bien du fond, aucun souci, vous aurez un AF réactif. Enfin, le 70-200 n'a aucun focus briefing. Et ce, que ce soit à 70, 105, 135 ou même 200 mm. C'est hallucinant de voir à quel point le cadre est respecté, et ce, de manière constante sur l'entièreté de la plage focale. Ce que je retiens ici, c'est qu'un effort particulier a été fait de la part de Nikon pour que ce 70-200 puisse être utilisable en vidéo, même si l'autofocus pêche un peu. Et cet effort, il a un prix, puisque le 70-200 mm est vendu 2899 €. Alors, ça reste évidemment moins cher que chez Canon, où les prix des optiques est juste délirant, mais on est un petit peu plus onéreux que chez Sony. 2900 €, c'est une somme, mais pour moi, cet objectif les vaut largement. On a ici une optique avec un autofocus ultra performant, et une qualité optique exceptionnelle. Il est aussi suffisamment versatile pour pouvoir être utilisé sur pas mal de prod, donc vous n'aurez aucun mal à le rentabiliser. Sans compter que ces performances vont vous permettre soit d'abattre plus de travail dans le même laps de temps, soit vous dégager plus de temps pour kiffer la vie. Personnellement, il m'a fallu moins de 4 mois pour le rentabiliser, donc d'un point de vue d'un professionnel, 2900 €, c'est pas si cher payé. Bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour de cet objectif et il est temps de conclure. Vous l'aurez compris, le 70-200 mm 2.8 est un objectif de très grand cru. Sa qualité optique lui permet de réaliser des packshots de haut vol tout en sublimant le produit. Si vous faites des visuels pour la pub, c'est un excellent choix. Pas d'aberration, très peu de flair, très bon piqué, il va vous permettre d'avoir une image très propre qui ne nécessitera que très peu de retouches destructives. D'un autre côté, son autofocus le rend parfait pour des événements sportifs, les mariages ou le reportage. Si demain je devais re-shooter un manif, ce qui n'est pas exclure vu le climat social actuel, c'est clairement lui. Wow, j'ai failli casser ma table. Bon, en même temps, je pense que ma table est plus fragile que mon boîtier. Si demain je devais re-shooter un manif, c'est clairement lui que je prendrais. Il est fiable, efficace, sa plage focale tombe pile dans ce que j'aime, bref, c'est le parfait compagnon des coups durs. Mais quand même, pendant toute la période où je ne l'ai pas utilisé, je l'ai petit à petit remplacé par des focales fixes comme le Plenia. Alors oui, une focale fixe, c'est beaucoup moins polyvalent qu'un téléobjectif, mais le résultat est encore plus cool. C'est d'ailleurs ce que je disais en conclusion de ma vidéo sur le Plenia ou du 24-70. Peu à peu, les focales fixes remplacent mes transstandards et mes téléobjectifs. Mais bon, on n'est pas sur la même gamme de prix. À 3000 € la focale fixe, ça devient vite cher de remplacer ces zooms. Du coup, quand je dois shooter un événement, je commence bien souvent par le sacro-saint 24-70 couplé au 70-200. Avec eux, je sais que je pourrais tout faire et surtout tout bien faire. Et comme je suis un bon vieux diesel, je mets toujours un petit peu de temps à me chauffer sur les prestats, donc c'est pour ça aussi que j'aime bien avoir ces deux valeurs sûres au début pour m'épauler. Et ensuite, quand je me sens un petit peu plus à l'aise, je laisse tomber ces deux optiques pour les remplacer par des focales fixes. L'exercice est certes plus complexe, mais le résultat est bien meilleur.
Bon, alors oui, on est d'accord, on est un petit peu sur un problème de riche, à hésiter entre, oui, un 70-200 ou un Plenia, ou un 50 mm 1.2 ou un 24-70. C'est... Bon, en vrai, je suis quand même assez content d'avoir ce genre de problème dans ma vie. Bon, je conclurai donc par ça. Le 70-200 mm 2.8 est une optique que tout photographe se doit d'avoir dans sa pellicase. Si tu sais pas où tu vas, tu le prends. Si t'es pas sûr du déroulé de ta prestation, tu le prends. Si l'environnement est dangereux, tu le prends. Si ton client est pointilleux sur le rendu de tes photos, évidemment que tu le prends. Bref, quoi qu'il arrive, tu le prends, tu le mets dans ton sac, tu sors et tu vas faire des photos avec. Donc dans votre session de shoot, le 70-200 mm, il vous permettra de faire à la fois de la photo en plein pied, pas en plein pied. Nico, les gens en commentaire te disent qu'on ne dit pas en plein pied pour des gens, mais pour des villas, donc c'est en pied. Je suis désolé.